René Guénon, symbole de la science sacrée. Première partie, le symbolisme traditionnel et quelques-unes de ses applications générales. Chapitre 5, tradition et inconscient. Nous avons déjà exposé ailleurs le rôle de la psychanalyse dans l'œuvre de subversion qui, succédant à la solidification matérialiste du monde, constitue la seconde phase de l'action antitraditionnelle caractéristique de l'époque moderne tout entière. Il nous faut encore revenir sur ce sujet, car depuis quelque temps, nous constatons que l'offensive psychanalyste va toujours de plus en plus loin, en ce sens que, s'attaquant directement à la tradition sous prétexte de l'expliquer, elle tend maintenant à en déformer la notion même de la façon la plus dangereuse. À cet égard, il y a lieu de faire une distinction entre des variétés inégalement avancées de la psychanalyse. Celle-ci, telle qu'elle avait été conçue tout d'abord par Freud, se trouvait encore limitée jusqu'à un certain point par l'attitude matérialiste qu'il entendit toujours garder. Bien entendu, elle n'en avait pas moins déjà un caractère nettement satanique, mais du moins cela lui interdisait-il de prétendre aborder certains domaines, ou même s'il le prétendait cependant, elle n'en atteignait en fait que des contrefaçons assez grossières, d'où des confusions qu'il était encore relativement facile de dissiper. Ainsi, quand Freud parlait de symbolisme, ce qu'il désignait abusivement ainsi n'était en réalité qu'un simple produit de l'imagination humaine, variable d'un individu à l'autre et n'ayant véritablement rien de commun avec l'authentique symbolisme traditionnel. Ce n'était là qu'une première étape, et il était réservé à d'autres psychanalystes de modifier les théories de leurs maîtres dans le sens d'une fausse spiritualité, afin de pouvoir, par une confusion beaucoup plus subtile, les appliquer à une interprétation du symbolisme traditionnel lui-même. Ce fut surtout le cas de Jung, dont les premières tentatives dans ce domaine datent d'assez longtemps déjà. Il est à remarquer, car cela est très significatif, que, pour cette interprétation, il partit d'une comparaison qu'il crut pouvoir établir entre certains symboles et des dessins tracés par des malades. Et il faut reconnaître qu'en effet, ces dessins présentent parfois avec les symboles véritables une sorte de ressemblance parodique qui ne laisse pas d'être plutôt inquiétante quant à la nature de ce qui les inspire. Ce qui aggrava beaucoup les choses, c'est que Jung, pour expliquer ce dont les facteurs purement individuels ne paraissent pas pouvoir rendre compte, se trouva amené à formuler l'hypothèse d'un soi-disant inconscient collectif, existant d'une certaine façon dans ou sous le psychisme de tous les individus humains, et auquel il crut pouvoir apporter à la fois et indistinctement l'origine des symboles eux-mêmes et celle de leur caricature pathologique. Il va de soi que ce terme d'inconscient est tout à fait impropre, et que ce qu'il sert à désigner, dans la mesure où il peut avoir quelque réalité, relève de ce que les psychologues appellent plus habituellement le subconscient, c'est-à-dire l'ensemble des prolongements inférieurs de la conscience. Nous avons déjà fait remarquer ailleurs la confusion qui est commise constamment entre le subconscient et le superconscient, celui-ci échappant complètement par sa nature même au domaine sur lequel portent les investigations des psychologues. Il ne manque jamais, quand il leur arrive d'avoir connaissance de quelques-unes de ces manifestations, de les attribuer au subconscient. C'est précisément cette confusion que nous retrouvons encore ici. Que les productions des malades observées par les psychiatres procèdent du subconscient, c'est là une chose qui assurément n'est pas douteuse, mais par contre, tout ce qui est d'ordre traditionnel, et notamment le symbolisme, ne peut être apporté qu'au superconscient, c'est-à-dire à ce par quoi s'établit une communication avec le supra-humain, tandis que le subconscient tend au contraire vers l'infra-humain. Il y a donc là une véritable inversion qui est tout à fait caractéristique du genre d'explication dont il s'agit. Et ce qui lui donne une apparence de justification, c'est qu'il arrive que dans des cas comme celui-ci, et celui que nous avons cité, le subconscient, grâce à son contact avec des influences psychiques de l'ordre le plus inférieur, singe effectivement le superconscient. C'est là ce qui, pour ceux qui se laissent prendre à ces contrefaçons et sont incapables d'en discerner la véritable nature, donne lieu à l'illusion qui aboutit à ce que nous avons appelé une spiritualité à rebours. Par la théorie de l'inconscient collectif, on croit pouvoir expliquer le fait que le symbole est antérieur à la pensée individuelle et qu'il la dépasse.
La véritable question, qu'on ne semble même pas se poser, serait de savoir dans quelle direction il la dépasse. Si c'est par en bas, comme paraîtrait l'indiquer cet appel au prétendu inconscient, ou par en haut, comme l'affirment au contraire expressément toutes les doctrines traditionnelles. Nous avons relevé dans un article récent une phrase où cette confusion apparaît aussi clairement que possible. Ouvrez les guillemets. L'interprétation des symboles est la porte ouverte sur le grand tout, c'est-à-dire le chemin qui conduit vers la lumière totale à travers le dédale des bas-fonds obscurs de notre individu. Fermez les guillemets. Il y a malheureusement bien des chances pour que, en s'égarant dans ces bas-fonds obscurs, on arrive à tout autre chose qu'à la lumière totale. Remarquons aussi la dangereuse équivoque du grand tout, qui, comme la conscience cosmique dans laquelle certains aspirent à se fondre, ne peut être ici rien de plus ni d'autre que le psychisme diffus des régions les plus inférieures du monde subtil. Et c'est ainsi que l'interprétation psychanalytique des symboles et leur interprétation traditionnelle conduisent en réalité à des fins diamétralement opposées. Il y a lieu de faire encore une autre remarque importante. Parmi les choses très diverses que l'inconscient collectif est censé expliquer, il faut naturellement compter le folklore. Et c'est un des cas où la théorie peut présenter quelque apparence de vérité. Pour être plus exact, il faudrait parler là d'une sorte de mémoire collective, qui est comme une image ou un reflet dans le domaine humain de cette mémoire cosmique, qui correspond à un des aspects du symbolisme de la Lune. Seulement, vouloir conclure de la nature du folklore à l'origine même de la tradition, c'est commettre une erreur toute semblable à celle si répandue de nos jours, qui fait considérer comme primitif ce qui n'est que le produit d'une dégénérescence. Il est évident en effet que le folklore, étant essentiellement constitué par des éléments appartenant à des traditions éteintes, représente inévitablement un état de dégénérescence par rapport à celle-ci. Mais c'est d'ailleurs le seul moyen par lequel quelque chose peut en être sauvé. Il faudrait aussi se demander dans quelles conditions la conservation de ces éléments a été confiée à la mémoire collective. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, nous ne pouvons y voir que le résultat d'une action parfaitement consciente des derniers représentants d'anciennes formes traditionnelles, qui étaient sur le point de disparaître. Ce qui est bien certain, c'est que la mentalité collective, pour autant qu'il existe quelque chose qui peut être appelé ainsi, se réduit proprement à une mémoire, ce qui s'exprime en termes de symbolisme astrologique en disant qu'elle est de nature lunaire. Autrement dit, elle peut remplir une certaine fonction de conservation, en quoi consiste précisément le folklore, mais elle est totalement incapable de produire ou d'élaborer quoi que ce soit, et surtout des choses d'ordre transcendant, comme toute donnée traditionnelle l'est par définition même. L'interprétation psychanalytique vise en réalité à nier cette transcendance de la tradition, mais d'une façon nouvelle, pourrait-on dire, et différente de celle qui avait eu cours jusque-là. Il ne s'agit plus, comme avec le rationalisme sous toutes ses formes, soit d'une négation brutale, soit d'une ignorance pure et simple de l'existence de tout élément non humain. On semble au contraire admettre que la tradition a effectivement un caractère non humain, mais en détournant complètement la signification de ce terme. C'est ainsi que, à la fin de l'article que nous avons déjà cité plus haut, nous lisons ceci, ouvrez les guillemets. Nous reviendrons peut-être sur ces interprétations psychanalytiques de notre trésor spirituel, dont la constante, à travers temps et civilisations diverses, démontre bien le caractère traditionnel, non humain, si l'on prend le mot humain dans un sens de séparatif, d'individuel. Fermez les guillemets. Et c'est peut-être là ce qui montre le mieux quelle est au fond la véritable intention de tout cela. Intention qui d'ailleurs, nous voulons le croire, n'est pas toujours consciente chez ceux qui écrivent des choses de ce genre. Car il doit être bien entendu que ce qui est en cause à cet égard, ce n'est pas telle ou telle individualité, fût-ce même celle d'un chef d'école comme Jung, mais l'inspiration des plus suspectes dont procèdent ces interprétations. Il n'est pas besoin d'être allé bien loin dans l'étude des doctrines traditionnelles pour savoir que quand il est question d'un élément non humain, ce qu'on entend par là, et qui appartient essentiellement aux états supra-individuels de l'être, n'a absolument rien à voir avec un facteur collectif, qui en lui-même ne relève en réalité que du domaine individuel humain. Tout aussi bien que ce qui est qualifié ici de séparatif et qui de plus par son caractère subconscient ne peut en tout cas ouvrir une communication avec
d'autre état que dans la direction de l'infrahumain. On saisit donc ici, d'une façon immédiate, le procédé de subversion qui consiste, en s'emparant de certaines notions traditionnelles, à les retourner en quelque sorte en substituant le subconscient au superconscient et l'infrahumain au suprahumain. Cette subversion n'est-elle pas bien autrement dangereuse encore qu'une simple négation ? Et pensera-t-on que nous exagérons en disant qu'elle contribue à préparer la voie à une véritable contre-tradition, destinée à servir de véhicule à cette spiritualité à rebours, dont vers la fin du cycle actuel, le règne de l'Antéchrist doit marquer le triomphe apparent et passager ?